Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Pour répondre aux défis de l'ère numérique, un projet de loi portant statut général de la fonction publique a été adopté ce mardi à l'unanimité, présenté par la ministre Anne-Désirée Oloto. Cette réforme ouvre les portes de la modernité. C'est le tout premier terminal céréalier du golfe de Guinée. Il se trouve au port autonome d'Abidjan. D'un coût de 70 milliards de francs CFA, il a été mis en exploitation ce mardi. Et puis dans un sous-quartier d'Abobo, des populations vivent un véritable calvaire entre ravins menaçants, robinets asséchés et routes délabrées. Leur quotidien est un combat constant. Je vous le disais, pour répondre aux défis de l'ère numérique, un projet de loi portant statut général de la fonction publique a été adopté, impulsé par la ministre de tutelle Anne-Désirée Oloto. Cette réforme ouvre grand les portes de la modernité aux fonctionnaires. Le reportage de Mardoché Kwasi et Kim Moerik. Ce projet qui modifie la loi de 1992 va permettre de corriger les insuffisances de cette dernière au regard de l'évolution de la pratique administrative, marquée par l'émergence des technologies, de l'information et de la communication. Toutes choses qui constituent des moyens d'amélioration substantielle de la prestation du service public. Il apparaît alors urgent de réformer en profondeur le statut général de la fonction publique afin de parvenir à une administration publique moderne, performante, professionnelle, modèle, guidée par les principes d'équité, de justice et d'éthique. Ce nouveau projet de loi se présente également comme une solution aux problèmes de gestion administrative que la loi de 1992 ne peut résoudre, mais aussi comme une réponse aux récriminations des fonctionnaires et agents de l'État eux-mêmes. Si ce texte est adopté au terme du processus, des notions importantes seront améliorées dans la gestion au quotidien de la carrière des fonctionnaires. Nous avons des questions liées au recrutement, par exemple, qui confirment la nécessité de recruter des Ivoiriens de grandes compétences de manière transparente et équitable. Nous avons également la nécessité d'avoir des fonctionnaires aptes à relever tous les défis. Ces fonctionnaires qui auront droit à des formations continues et professionnelles verront donc leurs compétences s'améliorer d'année en année tout au long de leur carrière. Nous avons également la problématique de la rémunération des fonctionnaires qui est importante et de l'encouragement à travers les primes, etc. Nous avons également la nécessité de respecter les principes de bonne gouvernance. Et l'Assemblée nationale a bien perçu la nécessité de faire en sorte que nous soyons une fonction publique de mérite. Au terme des échanges qui ont duré près de 4 heures, le nouveau projet de loi portant statut général de la fonction publique a été adopté à l'unanimité des 25 députés présents sur les 39 que compte la Commission des affaires sociales et culturelles. Pour répondre aussi à la demande croissante en matière de transport, de manutention et de stockage des produits céréaliers, le port autonome d'Abidjan s'est doté d'un terminal céréalier, le tout premier dans le golfe de Guinée, d'un coût de 70 milliards de francs CFA. Il a été mis en exploitation ce mardi. Le reportage de Nadja Idjar et Mathieu Rimbadé. Le terminal céréalier mis en exploitation ce 30 mai au port autonome d'Abidjan est le tout premier dans le golfe de Guinée. Avec une capacité de plus de 1,2 million de tonnes de céréales par an, cette infrastructure va, en plus de 500 emplois permanents à créer, contribuer à assurer la sécurité alimentaire pour les populations du pays, mais aussi de la sous-région. Le port d'Abidjan traite en moyenne 3 millions de tonnes de céréales et autres denrées alimentaires dans des conditions de productivité insuffisantes et surtout avec une capacité très insuffisante relativement au stockage, induisant une forte pression sur les opérateurs, notamment ceux de l'Interland. Ce terminal, dont les quais sont mis en exploitation aujourd'hui, aidera à résorber les difficultés existantes, car il offre 3 postes à quai, dont 2 avec les tirants d'eau de 13,50 m et 1 avec le tirant d'eau de 12,50 m. Ce terminal permettra aux opérateurs d'affréter des navires de 60 000 tonnes, contre 30 000 tonnes aujourd'hui. 70 milliards de francs CFA, c'est le coût global de cette infrastructure, née de la coopération ivoiro-japonaise. Que le terminal céréalier que nous venons d'inaugurer aujourd'hui contribue
à intensifier davantage les relations d'amitié et de coopération entre le Japon et votre beau pays, qui est de surcroît la locomotive de la région ouest-africaine. La réalisation de cette infrastructure est un pas important vers l'ambition du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un hub logistique. Au port d'Abidjan, c'est un investissement de plus de 1500 milliards de francs CFA qui a été consenti depuis 2012 à travers les différents plans nationaux de développement pour faire de ce pilier du commerce extérieur de notre pays un hub port continental. Il s'agit de l'élargissement et de l'approfondissement du canal de Vridi, la construction du deuxième terminal à conteneurs, la construction d'un terminal Rororo, d'un nouveau port de pêche, la modernisation des terminaux minéraliers et fruitiers. En 2022, le port autonome d'Abidjan a réalisé un trafic de 28,67 millions de tonnes. Direction Abobo-Avocatier, où des populations vivent au bord de ravins mortels. Coincées par le manque de moyens, elles se retrouvent prisonnières de cette dangereuse réalité où s'ajoute un manque d'eau et une voirie défectueuse. Une situation précaire et alarmante constatée par Salif Yaleko et Kimo Eric. Abobo, quartier Avocatier, Lokozro, Agny-Sankwa. Nous sommes dans le quartier appelé Le Grand. Derrière ces belles rues se cachent de nombreuses difficultés pour les familles riveraines. C'est ici que François Kofi Nguessan vit depuis 2000. Ce gros ravin sépare son lieu de travail à son domicile. De gros risques pour rallier les deux endroits. Le trou est venu trouver. Parce qu'on paraît qu'il y a un monsieur qui a fermé le passage de l'eau. Parce qu'avant, il n'y avait pas de trou. Avant, la cour était bien clôturée. Et le monsieur a fermé le passage de l'eau. C'est ça qui a creusé le gros truc que vous voyez là. Voilà, donc lui, il a fermé pour pouvoir sauver lui sa maison. Donc l'eau, c'est plus où va passer. Et l'eau a passé vers nous ici maintenant. Et là, ça a creusé. Quand il pleut, on n'arrive pas à dormir. On a des enfants. Vraiment, si l'État peut faire quelque chose pour nous, ça va nous arranger. Comme lui, de nombreuses communautés habitent toujours ce secteur, extrêmement dangereux. L'érosion continue de faire son effet. Le pire peut arriver à tout moment. Il y a une petite fille qui est tombée dedans, ses pieds, elle a un problème de pied. Moi, mon fils est tombé dedans. Tout dernièrement, il y a un petit qui est tombé dans le trou là. Il est mort. Le gouvernement n'a qu'à avoir pitié de nous. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. Nous-mêmes, on souffre ici. À la question de savoir s'ils n'ont pas peur pour leur vie, une seule réponse, le manque de moyens financiers pour se relocaliser. Si tu prends la maison, il faut envoyer 500 000, 600 000, 700 000. Si tu prends la maison de 35 000, il a fait comment? Dieu a un plan pour ses enfants. Parce que Dieu lui sait qu'on n'a pas de conditions. Donc il est avec nous. Il est avec nous. Mais si on a eu les conditions, si on a les conditions, on va quitter. Ce doyen est le président du quartier. C'est sur ce pont de fortune, œuvre des populations, que nous échangeons avec lui. Le danger est réel, mais ce passage est le seul recours. Ce quartier a été viabilisé depuis 1987. Mais il s'est trouvé que les gens ont vendu les terrains qui sont sur la route aux gens. Et au moment de faire les routes, c'était impossible. Les gens avaient déjà construit sur les voies. Nos enfants qui vont à l'école, qui passent sur ce pont dangereux là. Autre calvaire des habitants de ce quartier d'Abobo, l'eau y est devenue une denrée rare. On va boire comment? Il n'y a pas pu ici, il n'y a rien. Donc on va penser à nous. Aujourd'hui tu es malade, tu ne sais pas comment tu vas faire. Nous avons besoin de route. On n'a pas de l'eau. On souffre, on ne dort pas. En attendant des solutions à ces nombreuses difficultés, les jeunes du quartier préfèrent garder espoir. Dans l'actualité politique, le PPACI dénonce plusieurs irrégularités sur la liste électorale provisoire. Selon le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, des milliers de cas de doublons de personnes décédées et de mineurs ont été identifiés. C'était au cours d'une conférence de presse en présence de Timé Dangé et Fulgence Kissiedou. Le PPACI, Parti des peuples africains, monte à nouveau au créneau. La tribune, une conférence de presse de la présidente de son organe de lutte contre la fraude. Au cœur de la rencontre, la liste électorale provisoire. À 48 heures de l'ouverture du contentieux, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo dit avoir décelé de nombreuses irrégularités. En première ligne,
les doublons avec plus de 6000 cas dénombrés et la présence de plus de 4000 centenaires, ainsi que des prisonniers et des mineurs âgés de 3 à 14 ans. Nous avons ainsi sur notre liste électorale des électeurs qui ont entre 3 ans et 170 ans. Et cela ne choque pas la CEI. Si M. Guillaume Soro a été radié de la liste électorale, Maître Afoussi Bamba et Soul Toussoul, qui avaient également été condamnés dans la même affaire criminelle, figurent eux toujours sur la liste électorale. Il en est de même dans une toute autre affaire criminelle concernant le général Dogboblé et le colonel Jean Abi, qui n'ont pas perdu leur qualité d'électeurs et se trouvent sur la liste électorale. Pour la seule commune de Dabou, c'est plus de 800 suspicions de fraude qui nous ont été dénoncées. Il nous a été remis des documents dans lesquels des mêmes individus présentent des parents différents, suivant qu'il s'agisse de leur acte de naissance ou de leur carte d'électeur. Autre point, la transhumance. La commission électorale indépendante n'a pu empêcher ce phénomène qui fausse le jeu électoral, avec de milliers de cas d'électeurs épinglés dans des communes où ils ne résident pas, dans le plateau. Face à ces points, que la présidente de CEF juge graves et qui discrédite, selon elle, Maître Abiba Touré fait savoir que son parti va introduire les recours qui s'imposent pour purger la liste électorale, de tout, n'en ayant droit, et ainsi assainir le jeu électoral pour des scrutins aux résultats acceptés de tous. Et dans l'attente de la liste électorale définitive, les candidats du RHDP continuent de se présenter officiellement aux populations, comme nous le montre dans le Haut-Sassandra, le Hambol, le Guémont et à Abidjan. Pierre Dipomélin dans ce récit. Avant la grande investiture qui sera présidée par le président Alassane Ouattara, chaque région a procédé à la présentation officielle de ses candidats. Dans le Haut-Sassandra, c'est le ministre Touré Mamadou qui va défendre les couleurs du parti pour la région et 7 autres candidats sont déployés pour les communes. Le secrétaire exécutif du RHDP les a officiellement présentés aux populations. Dans le Hambol, c'est Konaté Khalil qui va conduire la liste RHDP pour les élections régionales. Thomas Camara et Kinapara Koulibaly ont été désignés pour les communes de Katuela et Fronan. L'ensemble des candidats aux municipales, exhortés par les ministres Bouaké Fofana et Ali Koulibaly, à aller au contact des populations. Il faut que les candidats qui ont été choisis par le parti, n'est-ce pas, repartent vers les autres militants, ceux qui n'ont pas été choisis, et de faire des listes inclusives, parce que notre parti, c'est le rassemblement. À l'ouest, dans le Guémont, la délégation du RHDP a été conduite à Diokwé par Philippe Légré. Le candidat pour la région est Célestin Dosséré. Ces choix n'ont pas été faciles, tant les uns et les autres ont de la valeur. Et c'était un difficile devoir. Les candidats pour les communes de Koubli, Fakobli, Bangolo, Diokwé ont eux aussi été présentés. On a des chantiers ouverts, nous sommes candidats pour les achever, pour le bonheur de la population de Fakobli. Les investitures des candidats RHDP se sont également déroulées à Abidjan, où François Albert Amichia a été conduit pour défendre les couleurs du parti à Treichville. La gratitude, la reconnaissance infinie de toute la population de Treichville pour le choix qui a été fait de ma personne pour être le candidat du RHDP à Treichville. Toutes ces investitures des candidats du RHDP préparent une plus grande, présidée par le président Alassane Ouattara, le 15 juin prochain. Les échéances électorales, elles, sont prévues pour le 2 septembre 2023. Et dans l'actualité sportive, après l'Ivoirien Seko Fofana, le prix RFI Marc-Vivien Fouet revient cette année au défenseur congolais Chancel Mbemba, une première pour un joueur de cette position depuis la création du prix en 2003. Le récit de Salifia Lekwe. Le défenseur congolais de Marseille, Chancel Mbemba, a reçu mardi le prix Marc-Vivien Fouet, qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1 à l'initiative de Radio France Internationale et France 24. À 28 ans, Mbemba a dévancé le milieu de terrain ivoirien de Lens, Seko Fofana, lauréat l'an dernier et qui faisait figure de grand favori, et l'attaquant nigérian de Nice, Terem Moffi. L'heureux élu salue cette distinction via les réseaux sociaux, la dédiant à son pays. Quel honneur d'avoir été élu meilleur joueur africain de la Ligue 1. Merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie. C'est le Congo qui gagne. Pour ce journaliste sportif, ce prix est amplement mérité. Chancel Mbemba de Marseille a un gros volume de jeu. Il dézone énormément et il apporte beaucoup à sa division offensive au niveau de Marseille. Et c'est la même chose pour Seko Fofana, homme du milieu qui joue devant la défense
mais qui désonne énormément. La preuve, Seko Fofana a marqué 7 buts au cours de cette saison. Puis il a fait beaucoup de passes décisives. C'est d'un cheveu, hein, parce que Chancel Bemba a eu 207 points. Et Seko Fofana, 196 points, ça s'est joué à 11 petits points. C'est la preuve que ça se tenait dans le trou d'une aiguille. Au total, je peux le dire, hein, Chancel Bemba, oui, il le mérite. Mais j'aurais souhaité que ce soit notre compatriote Seko Fofana. Ça lui a apporté encore ce petit plus avant, bien sûr, la CAN 2023. Révélé d'abord à Anderlecht, Mbemba a rallié ensuite Newcastle en 2015 avant de s'imposer à Porto 2018-2022 où il a réussi à 2 reprises le doublé championnat-coupe 2020-2022. Depuis son arrivée à Marseille cette saison, il est devenu l'une des pièces maîtresses de la défense de l'OM, actuellement 3e de Ligue 1 et qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le prix Marc-Vivien Foé, créé en 2009, est attribué par un jury de près de 100 personnes, composé de journalistes, de consultants, d'anciens joueurs et porte le nom de l'ancien international camerounais, décédé en plein match d'un arrêt cardiaque lors de la Coupe des Confédérations en 2003 à Lyon. Allons à présent à la découverte d'une activité peu connue mais essentielle dans l'industrie de la mode. Il s'agit de la retoucherie. Elle gagne du terrain dans le pays avec l'émergence de plusieurs professionnels du secteur, dont l'un d'entre eux a été rencontré par Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedo. Ben Adams Berté, couturier aguerri, exerce dans cet établissement depuis plusieurs semaines. Un établissement spécialisé dans les retouches de vêtements. Il a dû se reconvertir pour s'adapter aux exigences de la maison. Malgré des débuts difficiles, il a fini par développer des aptitudes liées à la retoucherie. Pour avoir une connaissance à faire les retouches, il faut d'abord connaître la couture. C'était pas facile parce que toute chose, le début c'est pas facile parce que les habits qui sont déjà faits, si on doit les retoucher, ça fait plus de boulot, mais on les faisait avec. Et au début, je me sens mieux, ça va. Si Ben Adams a pu obtenir cet emploi, c'est grâce à cette dame qui a décidé depuis 2020 de s'engager sur ce segment de la mode par passion, mais aussi pour combler un vide constaté dans le domaine. Aujourd'hui, elle compte à son service 4 employés, dont 3 couturiers et une secrétaire. En tant que jeune dame qui achète beaucoup de vêtements en prêt-à-porter et autres, il se trouvait que j'avais toujours des petites retouches à faire sur ces vêtements-là. Et je n'avais pas de couturier sous la main. Déjà, même les couturiers n'aiment pas trop les retouches. J'ai demandé conseil à un couturier, un grand couturier de la place d'ailleurs, qui m'a dit « Oui, vas-y, lance-toi, parce que même moi, en tant que couturier, j'aime pas trop les retouches. Et si tu avais une maison de retouches, ce serait parfait. » Et c'est ainsi que j'ai créé la maison de la retouche. Les débuts ont été un peu compliqués du fait de la nouveauté. Voilà, les Ivoiriens ne connaissaient pas, ils étaient curieux. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, la maison de retouche s'est bâtie une clientèle fidèle. Et cela fait aujourd'hui le bonheur de ses clientes qui saluent l'arrivée sur le marché de professionnels de la retouche. Pour ne faire que des retouches, c'est qu'il faut connaître le métier. Parce que généralement, les couturiers ils préfèrent travailler sur les habits qu'ils ont déjà cousus eux-mêmes. Mais pouvoir avoir des gens qui travaillent sur des habits qu'ils n'ont pas eu à coudre eux-mêmes et qu'ils réussissent, parce qu'ils le réussissent, c'est bien, c'est louable. Je pense que c'est à saluer et à encourager. La retouche, c'est vraiment important parce que les couturiers n'ont pas toujours le temps de faire les retouches. Même son de cloche chez les professionnels de la mode, pour qui le service de la retoucherie professionnelle arrive comme un complément parfait à leur métier, du fait de la forte demande. C'est une nécessité, n'est-ce pas, de l'avoir parce que dans beaucoup de magasins de vente de prêt-à-porter, il n'y a pas de service de retouche. Si le business model est bien pensé, bien réfléchi, il n'y a pas de raison qu'on n'en vive pas, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Avec la montée en puissance du prêt-à-porter, la retoucherie se présente aujourd'hui comme un service de plus en plus important et incontournable. Elle constitue non seulement une opportunité d'investissement, mais aussi une niche d'emploi pour la jeunesse. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.